Donc, c'est vous qui devriez exprimer votre besoin, faire l'analyse de besoin et produire le cahier de charge au client. Mais il s'est avéré que dans la plupart des cas, que ce soit en informatique ou dans n'importe quel autre domaine, les clients ont énormément de mal à exprimer leurs besoins comme il le faut. Donc, nous, les prestataires, on est obligés non seulement de prendre le besoin du client, de l'analyser et de l'aider dans la rédaction de son cahier de charge. Et souvent, c'est quelque chose même qu'il faut facturer en plus du service. Ça dépend des clients. Si par exemple, vous travaillez avec un organisme comme les ONG, voilà, les grandes structures là, vous allez trouver qu'eux-mêmes, ils sont capables de faire tout ça, de vous produire un bon cahier de charge client, voilà, pour vous permettre de mener vos analyses et de faire le cahier de charge technique et ensuite de travailler pour avoir le produit final. Donc, le concepteur, une fois que les besoins sont bien exprimés, voilà, le concepteur, après avoir reçu un bon document technique, va réussir à fournir un produit. Voilà. Lui, il va fournir un produit qui répond aux besoins du client. Donc, à la fin, il va produire un service, voilà, qui répond aux besoins du client. Voilà. Qui répond aux besoins. Donc, ce service-là va répondre aux besoins. Donc, celui-là, il répond aux besoins. Oui? Je pense que vous n'avez pas oublié d'enregistrer l'écran. Quel écran? C'est que je suis en train de faire? Voilà. Non, je suis en train de tout enregistrer. La vidéo... Voilà. Ah, vous parlez du fichier Word? Non, l'écran d'apprenti, on peut consulter et réviser ça. Oui, non, il n'y a pas de problème. Je suis en train de tout enregistrer. D'accord, c'est bien. Voilà. Donc, en fait, il faut se mettre dans cette logique-là. Donc, pour l'instant, nous, on est juste là, au niveau de l'analyse du besoin. Ça veut dire qu'à la suite de cette matière, nous allons produire ce qu'on appelle un cahier de charge client complet. Mais au moment de la production du cahier de charge, nous allons avoir souvent besoin de quelques éléments des méthodes de conception. Donc, ça, c'est la première partie du cours. Et la deuxième partie du cours, c'est la gestion de projet. Ça veut dire comment mener à bien un projet pour pouvoir respecter les délais. Parce que la gestion de projet informatique et la gestion de projet de façon générale, ce n'est pas la même chose. La gestion de projet informatique, comme on le connaît, c'est les deux méthodes, la MIRIS, UML. Donc, il y a une série de diagrammes, une série de modèles à faire pour pouvoir comprendre le problème, pour pouvoir le modéliser. Mais dans la gestion de projet, ici, on ne va pas parler de ça. On ne va pas parler de méthode de conception. On va parler des différentes techniques qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir réussir un projet. C'est-à-dire que il faudrait décomposer le projet en un ensemble de phases, de tâches. Maintenant, enchaîner ces tâches-là pour vous permettre de suivre, de respecter le délai. Parce que pour les petits projets avec un seul client, bon, souvent on peut avoir des écarts de délai, ça n'a pas de problème. Mais si on a par exemple un gros projet avec l'Union européenne, la Banque mondiale, une grosse structure qui est à cheval sur les délais, vous êtes obligé vraiment d'utiliser les méthodes de gestion de projet pour pouvoir déjà définir un délai. Parce que généralement, le fait de dire non, je vais faire le travail en 6 mois, on ne le fait pas au hasard, comme le font beaucoup de prestataires. Non, je vais le faire en 6 mois. Et après 6 mois, il n'a pas fini le boulot. Normalement, les techniques de gestion de projet vont nous permettre de déterminer même le délai. Donc, on va voir vers la fin, ça va nous permettre de calculer le délai et ça va nous permettre d'évaluer le coût. C'est que nous, on va dépenser en termes d'argent pour pouvoir réaliser le projet. Et ceci va nous permettre de facturer les services. Donc, pour éviter les problèmes du genre, ah merde, j'ai mal facturé ce projet, j'ai perdu. Donc, c'est parce que tu n'as pas mené vraiment une bonne étude. Quand on mène généralement une bonne étude, quand on respecte les choses, on ne va jamais se poser ce genre de questions. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions? Bon, pour le moment, ça va de mon côté. D'accord. Donc, comprenez que face à des besoins clients, on va analyser le besoin. Si on se rappelle un peu de notre cours de programmation, on est parti d'un problème, c'est un besoin, et nous, on l'a décomposé. Donc, c'est comme ce qu'on fait en programmation, c'est qu'on est déjà là. D'accord? Parce que c'est un tout petit besoin, il est facile à comprendre. Mais pour des besoins complexes, on est obligé
de vraiment analyser le besoin et d'avoir un cahier de charge complet client. Donc, on va supposer que nos petits problèmes en programmation, c'est le cahier de charge que nous avons. Donc, nous allons appliquer le niveau élémentaire de la méthode Merise ou ML, qui est la séparation des données et des traitements, pour pouvoir sortir l'algorithme et ensuite on programme. Donc, c'est dans la même logique. Donc, s'il n'y a pas de questions, on avance directement. Donc, je vais maintenant repartir sur la plateforme. On va partir sur la plateforme maintenant, vu qu'il y a un support. Et cette fois-ci, j'ai dit que le support, c'est un livre. C'est carrément un livre. Voilà, ce livre-là a été écrit par monsieur, comment on appelle, Hugues Marchas. C'est un grand spécialiste en matière d'analyse de besoins. Donc, il a sorti un document. Voilà. Ce document est segmenté en 3 chapitres. Voilà. 3 chapitres pour parler vraiment de l'analyse de besoins. Le premier chapitre, bon, il y a d'abord ce qu'on appelle l'introduction et les notions de base indispensables. Donc, aujourd'hui, nous, on va parler de ça. C'est qu'il faut comprendre la terminologie en matière de gestion de projet. Ensuite, le chapitre 1 parlera des 10 étapes pour pouvoir analyser le besoin correctement. Et on peut faire appliquer ces 10 étapes. En appliquant ces 10 étapes, on va voir qu'on va utiliser des outils. Hein, donc, pour l'analyse de besoins, il faut utiliser un certain nombre d'outils. Voilà, et voici les 25 outils qui sont là. Soit c'est des tableaux, en tout cas, c'est des outils. Comme je l'ai dit, les outils là, on n'est pas obligé de les utiliser toutes dans le même projet, mais on peut les utiliser à chaque fois que le besoin se fait sentir. Et maintenant, quand on applique un peu les 10 étapes, on finit par la rédaction, voilà, de ce qu'on appelle le cahier de charge client. D'accord? Donc, on va pouvoir rédiger ce qu'on appelle le cahier de charge client au niveau du chapitre 3. Donc, les 25 documents prêts à l'emploi et conseils d'utilisation. Donc, on aura rempli tous ces documents et on va compiler tout ça dans un document final qu'on appelle le cahier de charge utilisateur. Donc, voici notre cours va se segmenter, on va dire en 4 parties. Une première partie qui va parler des notions indispensables, donc ce qui est l'objet même de ce document. Voilà. Celui-là, on va parler uniquement de l'introduction et la généralité. Et ensuite, dans les autres chapitres, on va s'occuper du reste. Donc, ici, on va parler des notions indispensables. Voilà. Et là, comme c'est un document, il y a un mode d'emploi. On dit si l'introduction va permettre à ceux qui débutent en analyse du besoin d'appréhender le vocabulaire de base. Hein, ce vocabulaire leur permettra de mieux comprendre les chapitres suivants et de mettre en œuvre au mieux la méthode. D'accord? Donc, il y a déjà, ici, on va parler de vocabulaire. Voilà, les terminologies, voilà, qu'il faudrait savoir. Donc, tout ça, c'est le mode d'emploi, mais le descriptif du chapitre, on va trouver dans cette introduction les définitions et les concepts touchant au thème suivant. Ce n'est pas un client interne, un client externe, d'accord? La notion d'utilisateur, c'est quoi un utilisateur? La notion de besoin, la notion de produit ou service pour couvrir le besoin. Et dans un besoin aussi, il y a ce qu'on appelle des fonctions, la notion de fonction. L'analyse de besoin dans le déroulement d'un projet. Donc, dans le déroulement d'un projet de façon générale, quel est le rôle qu'occupe l'analyse de besoin? La notion de valeur et de qualité. Donc, on va parler aussi des acteurs qui participent à l'analyse des besoins. Donc, l'analyse des besoins n'est pas complexe à comprendre. Elle fait appel au bon sens. Toutefois, sa mise en œuvre repose sur un enchaînement. Donc, pour réussir une bonne analyse complète, il y a une méthode quand même à suivre. Nous allons aller sur la base d'un enchaînement qu'il faudrait respecter si on veut aboutir à un résultat satisfaisant et compréhensible par tous. Donc, le document résultat de l'analyse de besoins est un document aussi qui doit être compris par tous les acteurs. Il est nécessaire de bien comprendre le vocabulaire employé afin de pouvoir l'expliquer à ceux qui vont participer à cette analyse. Donc, vous, en tant que personne chargée de l'analyse de besoins, donc vous êtes obligé quand même d'expliquer le vocabulaire à toutes les personnes qui participent à votre projet. Vous ne serez pas le seul quand même à faire ce travail, même si vous êtes l'acteur principal. Vous allez avoir d'autres personnes, voilà, qui vont participer au projet et qui ont besoin à ce qu'on les appelle, on les apprenne un peu la terminologie. Analyser un besoin, c'est devenir un traducteur. C'est-à-dire qu'entre ce que le client veut, voilà, pour que aussi notre informaticien, pour que le spécialiste en la matière puisse le comprendre. Donc, cette traduction doit être la plus fidèle possible afin que celui qui va couvrir le besoin
Donc, celui qui va couvrir le besoin, c'est celui qui va faire le travail. Exemple, vous voulez construire une maison. Ça, c'est votre besoin. Mais les détails de ce que vous voulez, je veux une grande chambre, je veux des toilettes comme ça, je veux un dressing, je veux ceci, je veux cela. Donc, si vous-même, vous ne comprenez pas la terminologie, par exemple, moi, je viens de dire dressing. Dressing, ça veut dire quoi? D'accord? Il faudrait vraiment l'expliquer dans des termes que celui qui va, comment on appelle, couvrir le besoin puisse vraiment le comprendre. Le besoin est ensuite décrit dans un document final qui peut être appelé cahier des charges clients ou cahier des charges utilisateurs. D'accord? Pour que les clients ou les utilisateurs comprennent. Si l'on prend l'exemple de cette notion générale de cahier des charges, derrière ces notions, plusieurs significations peuvent être comprises. L'expression du besoin d'un client ou d'un utilisateur, la description d'un produit ou d'un service couvrant le besoin, description des composants techniques d'un produit ou d'un service, conditions de réalisation, voilà, c'est que dans mon document d'analyse de besoin, voilà, on peut, comment on appelle, on dit si l'on prend l'exemple de cette notion générale de cahier de charges, derrière ces mots, plusieurs significations peuvent être comprises. Donc, un cahier de charges peut être tout simplement l'explication des besoins d'un client ou d'un utilisateur, ou la description d'un produit, voilà, pour couvrir le besoin, ou la description des composants techniques d'un produit, ou les conditions de réalisation, ou tout ceci ensemble. Éléments du projet de réalisation d'un produit ou d'un service, planning budget. Bon, ça, c'est au niveau de la partie gestion de projet, on va parler du planning budget. Donc, tout ceci, c'est pour vous expliquer un peu ce que vous allez trouver dans ce chapitre-là. Donc, à la fin, il est nécessaire de définir les concepts de base. Quelques questions vont nous permettre de poser ces bases. Donc, qu'est-ce qu'un client utilisateur? Qu'est-ce qu'un besoin, une fonction, un produit, un service? Qu'est-ce qu'une fonction d'usage, une fonction d'estime? À quelle place l'analyse de besoin se situe-t-il dans un projet? Donc, ce chapitre va répondre à ces questions-là. Et pourquoi est-il si difficile de couvrir un besoin? Qu'appelle-t-on la valeur d'un produit ou d'un service? Qu'est-ce que c'est que la qualité d'un produit ou d'un service? Qui participe à l'analyse de besoin? Donc, dans ce chapitre, nous allons répondre un peu à toutes ces questions et qui vont nous permettre de couvrir un peu la terminologie. Donc, on va commencer par notre première question, qui est qu'est-ce qu'un client utilisateur? Donc, en terminologie de gestion de projet, donc ici, ce document va tenter d'expliquer ça. Vous êtes là? Est-ce que tout le monde est là? Je vois que qui sont là. C'est toujours Sidi Bakari, les autres ne sont pas là. Fatmata vient de participer tout de suite. Ok. Bakari, vous êtes là, ça va? On peut avancer? Monsieur Bakari? Monsieur Sidi? Vous êtes là? Je suis au Oui. Ok, vous me suivez? Oui. Donc, comme je l'ai dit, ça c'est le premier chapitre qui parle un peu de l'introduction et de la généralité. Donc, on a vu que dans ce document, on va parler de certaines terminologies. Et souvent, le problème, c'est qu'on a l'impression de connaître ces terminologies-là. Mais en réalité, on verra qu'on les définit mal. On dit, qu'est-ce qu'un client utilisateur? Selon vous, c'est quoi un client? C'est quoi un utilisateur? Qu'est-ce qu'un client utilisateur? On dit bien un client utilisateur. On n'a pas dit client tout court ou utilisateur, on dit un client utilisateur. Vous êtes là? Oui, je suis bon. Je pense que c'est une personne ou un groupe qui utilise directement un produit ou un service fourni par un projet. Voilà, ils utilisent. En fait, ils vont utiliser un produit, c'est-à-dire que le produit est conçu à leur destination. Oui. Donc, on dit c'est celui qui va faire usage du produit ou du service. Donc, c'est lui qui va utiliser. Quand on dit client-utilisateur, c'est lui qui va utiliser le produit qu'on va concevoir. D'accord? On parle d'utilisateur final. Donc, on parle d'utilisateur final. Hein? C'est comme si on fabrique les téléphones.
dans l'usine de fabrication des téléphones et ils vont fabriquer des téléphones.